Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet absolument crucial pour tous ceux qui s'intéressent à la science des données et à l'intelligence artificielle, les statistiques. Les statistiques sont la colonne vertébrale de la science des données et de l'IA. Elles nous permettent de donner un sens aux vastes quantités de données que nous récoltons et de les transformer en informations exploitables. Que vous soyez gestionnaire d'une entreprise cherchant à optimiser votre stratégie marketing, un ingénieur en apprentissage automatique, construisant un modèle ou analysant des tendances, ou un chercheur explorant de nouveaux horizons scientifiques, une solide compréhension des statistiques est essentielle. Les statistiques nous aident à remettre en question les hypothèses, à évaluer les preuves et à faire des choix éclairés. Alors, si vous êtes prêt à améliorer vos compétences en sciences des données et à prendre des décisions plus intelligentes avec les données, nous vous invitons à suivre notre chaîne et particulièrement cette playlist qui vous permettra certainement à renforcer vos compétences en sciences des données et à prendre des décisions plus éclairées grâce aux statistiques. Nous avons structuré cette playlist en deux types de sections pour vous offrir une compréhension complète des statistiques pour la science des données. Le premier type de section concerne les concepts et le deuxième type de section se focalise sur les applications pratiques. Dans la première section, nous allons couvrir les concepts théoriques fondamentaux des statistiques, notamment les variables aléatoires, puis les mesures statistiques telles que la moyenne, la variance et l'écart type. Ensuite, les fonctions de distribution de probabilité. Et enfin, le théorème de Bayes. Dans la section pratique, nous allons montrer comment utiliser et appliquer ces concepts pour résoudre des problèmes réels. Nous apprendrons à appliquer les concepts statistiques pour analyser des données réelles, puis utiliser les statistiques pour prendre des décisions basées sur les données et ensuite résoudre des problèmes commerciaux et scientifiques en utilisant des méthodes statistiques. Pour expliquer ce qu'est l'inférence statistique, nous allons prendre deux exemples tirés du cours de statistiques de base des chercheurs Anne Philippe et Marie-Claude Viano des universités de Nantes et de Lille. Dans l'exemple 1, nous allons nous intéresser au taux de cholestérol mesuré sur 200 femmes âgées de 50 ans. Et dans l'exemple 2, nous allons nous intéresser au taux d'une certaine hormone mesurée sur 40 personnes d'abord avant un traitement médical, puis après le traitement médical. Devant ces problèmes, le statisticien ou bien la statisticienne se voit confronté à des données. De ces données, il ou elle va tirer une conclusion sur la population globale. Cette démarche s'appelle l'inférence statistique. Nous verrons pratiquement comment faire ceci dans les applications pratiques. Pour l'instant, il suffit de comprendre que nous avons un problème. Et après, il nous faudra bien sûr récolter des données et utiliser en fait des méthodes statistiques pour faire une estimation des paramètres inconnus. Et de ces paramètres-là, nous posons bien sûr des hypothèses et nous testons ces hypothèses-là pour ensuite finalement faire ce qu'on appelle une inférence statistique ou bien conclure sur l'ensemble de la population globalement. Voilà schématiquement en fait la démarche de la statistique inférentielle depuis le problème jusqu'à la conclusion. Voilà, regardons de plus près le premier exemple. Dans cet exemple, l'objectif est de se faire une idée du taux moyen de cholestérol de la population des femmes âgées de 50 ans.
Ce type de problème est un problème d'estimation, évidemment. Donc, les données sont x1, x2 jusqu'à x200, et ces données-là peuvent être représentées comme une série numérique. Maintenant, comment estimer ce taux moyen? Par exemple, on peut calculer la moyenne arithmétique, c'est-à-dire x bar qui n'est rien d'autre que x1 plus x2 jusqu'à x200 et on divise par 200. Donc on fait la somme de toutes les valeurs et nous divisons par le nombre de valeurs. Donc après cette mesure statistique, on peut se poser des questions. Par exemple, en quoi cette estimation représente-t-elle le taux moyen de cholestérol de la population des femmes de 50 ans? Est-il possible de donner un encadrement, une fourchette ou un intervalle de confiance de ce taux moyen qui en réalité est un paramètre inconnu? Et si oui, quelle confiance accorder à cet encadrement? Dans le deuxième exemple, l'objectif consiste à déterminer si le traitement médical est efficace ou pas. Le type de problème est un test. Les données peuvent être représentées sous forme de couple x1, y1, x2, y2, x40, y40, avec les xi, les taux de l'hormone avant le traitement médical, et les yi, les valeurs après. Bien sûr, d'autres représentations sont possibles ici. Par exemple, on peut représenter les données avec deux séries ou bien deux vecteurs de données. Pour estimer et comparer les deux paramètres inconnus, on calcule les deux moyennes arithmétiques, par exemple, x bar et y bar, et on les compare. Ensuite, il est légitime de se poser un certain nombre de questions. Peut-on en déduire que le médicament est efficace pour augmenter le taux de l'hormone considéré si la moyenne avant traitement x bar est inférieure à la moyenne d'après traitement y bar? Ensuite, admettons que x bar soit inférieur à y bar. Est-ce que le changement est tout simplement dû aux erreurs de mesure et aux fluctuations normales au cours du temps du taux d'hormone chez chaque personne? Pour aller au-delà de la description des données et répondre aux questions, on passe par des hypothèses probabilistes. Ainsi, nous passons de la statistique descriptive à la statistique inférentielle. Pour l'exemple 2, on peut traiter les données comme des réalisations de vecteurs aléatoires x1, y1, x2, y2 jusqu'à x40, y40. Puis, on fait des hypothèses sur la loi de ces vecteurs. Par exemple, nous pouvons supposer que ces vecteurs sont indépendants entre eux et suivent la même loi, par exemple une loi normale ou gaussienne. Et finalement, à partir de ces hypothèses, nous pouvons juger si x bar est significativement plus petit que y bar et déterminer si le médicament est efficace ou pas. Les variables aléatoires sont un concept fondamental en statistique qui servent de pont entre la notion abstraite de probabilité et le monde concret des nombres réels. Elles fournissent un moyen de quantifier l'incertitude et de jeter les bases de nombreuses analyses statistiques. Sans entrer dans les détails de la rigueur mathématique, nous pouvons définir simplement une variable aléatoire comme une fonction qui associe les résultats d'un processus aléatoire à la droite réelle. En d'autres termes, elle attribue une valeur numérique à chaque résultat possible d'une expérience aléatoire. Et pour une explication intuitive, imaginez une variable aléatoire comme un moyen de mesurer les résultats d'un événement aléatoire. Par exemple, si vous lancez une pièce de monnaie équitable, la variable aléatoire pourrait être définie comme 1 pour pile et 0 pour face. Cela nous permet de quantifier les résultats du lancer des pièces sous forme de valeurs numériques. Donc ici, nous avons une association entre un événement aléatoire, et un nombre réel. Par exemple, à pile,
nous allons associer 1 et à face, nous allons associer 0. Donc, en résumé, voici quelques points essentiels concernant les variables aléatoires. Le processus aléatoire, par exemple, lancer une pièce de monnaie équitable. L'espace échantillon, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles du processus aléatoire. L'association ou bien le mapping. Donc ici, une variable aléatoire associe chaque résultat de l'espace échantillon à un nombre réel. Ainsi, pour le lancer d'une pièce équitable, la variable aléatoire pourrait être définie comme 1 pour pile et 0 pour face. Un événement est la répétition du processus aléatoire et le résultat qui en découle. La probabilité d'un événement est la mesure de la possibilité que cet événement se produise. Pour la notation en règle générale, une lettre majuscule est souvent utilisée pour représenter une variable aléatoire et une lettre minuscule est souvent utilisée pour représenter les valeurs de la variable. Par exemple, quand on écrit la probabilité de grand X égale à petit x égale à P, ici, grand X est la variable aléatoire, petit x est la valeur que prend la variable aléatoire et la valeur P est la mesure de la probabilité de l'événement grand X égale à petit x. Par exemple, ici, on va prendre un exemple très simple. C'est en fait le lancer d'une pièce équitable. Par exemple, si on associe en fait l'événement pile à 1 et puis l'événement face à 0, donc ici nous avons notre univers qui est égal à 0 et 1 maintenant, pour simplifier, parce que normalement les résultats possibles sont quoi? Soit pile, soit face, parce qu'en fait une pièce de monnaie équitable n'a que deux faces. Hein? Et si on associe à pile 1 et puis à face 0, donc ici nous aurons notre univers qui est égal à les valeurs numériques 0 et 1, n'est-ce pas? Donc ici, on peut définir, par exemple, notre variable aléatoire comme x égale à 1 si le résultat c'est pile, ou bien x égale à 0 si le résultat c'est face. Très simple. Donc après, ici, on peut calculer les probabilités, bien sûr, pour chaque événement. Par exemple, l'événement x égale à 0. Donc 0 c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que pile, puisque la pièce est équitable et que la pièce a seulement deux faces et que toutes les deux faces sont équiprobables, c'est-à-dire qu'on a la même chance. Donc on aura la probabilité que x soit égal à 0 égale à 1 sur 2 qui n'est rien d'autre que 0,5 et de manière identique, la probabilité que x égale à 1 est égale à 1 demi égale à 0,5. Très simple, n'est-ce pas? Voilà, maintenant nous allons passer à d'autres exemples de variables aléatoires. Hein. Donc, si vous lancez un dé, équitable bien sûr, la variable aléatoire pourrait être le nombre qui apparaît sur le dé. Donc, la température aussi est une variable aléatoire. Donc, la variable aléatoire pourrait être la température maximale quotidienne dans une ville, par exemple. Le cours de l'action d'une entreprise en bourse aussi peut être une variable aléatoire. Par exemple, la variable aléatoire pourrait être le cours de clôture d'une action. Maintenant, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que pour le lancer d'idées, bon, l'univers est très simple, c'est 1, 2, 3, 4 et 5, 6, parce qu'on n'a que 6 faces. Pour la température, maintenant, là, il faut faire attention, parce que si nous définissons la variable aléatoire comme la valeur maximale quotidienne dans une ville, vous voyez qu'ici, maintenant, il y a un problème, n'est-ce pas? Vous voyez qu'en fait, l'univers n'est plus quelque chose de discret, mais plutôt quelque chose de continu. Hein. Donc, parce que cette température-là va varier entre des valeurs, entre T1 et T2. De la même façon, pour le cours de l'action en bourse, ce cours-là va varier en deux valeurs, même si en fait c'est le cours de clôture d'une action. Donc cette valeur-là sera une valeur continue entre C1 et C2, n'est-ce pas? Donc, il faudra, suivant les cas, savoir est-ce que votre variable est une variable qui est
discrète ou bien une variable qui est continue. Donc, on va distinguer deux principaux types de variables aléatoires. La variable aléatoire est discrète quand les valeurs appartiennent à un ensemble fini ou bien dénombrable. Okay? Comme par exemple 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Vous voyez que ça, c'est en fait l'ensemble des nombres réels. Et cet ensemble-là, dans ce cas de figure-là, ou bien un sous-ensemble de cet ensemble-là, on dit qu'en fait l'ensemble est fini ou bien que l'ensemble est dénombrable. En revanche, la variable est continue lorsque les valeurs sont indénombrables, mais que le résultat est mesurable. Retenez ça, ça c'est important. Les valeurs sont indénombrables, mais le résultat est mesurable. C'est-à-dire qu'on peut mesurer le résultat. Par exemple, choisir au hasard un point dans l'intervalle fermé borné 0, 1. OK? Évidemment, l'ensemble des possibilités est infiniment indénombrable. Hein? Par conséquent, la variable ici est continue. Nous reviendrons sur ce cas particulier intéressant. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, si vous voulez. Essayez de penser à cette question-là, parce qu'en fait, nous allons y revenir. Quelle est la probabilité que x soit égal à x0 pour un point x0 dans l'intervalle? OK? Donc, je vous donne un intervalle fermé borné 0, 1. Donc, vous voyez qu'en fait, dans cet intervalle-là, il y a une infinité indénombrable de points. Maintenant, on vous demande, par exemple, quelle est la probabilité pour que, en fait, la valeur de x soit égale à un nombre quelconque, x0. Bon, prenons par exemple 0,5. Par exemple, si on vous demande la question, quelle est la probabilité de choisir x égale à 0,5. Pensez à cette question, nous allons y revenir plus tard. Voilà, maintenant passons à un exercice d'application, parce qu'en fait, c'est bien d'apprendre les concepts théoriques, mais c'est encore mieux si on arrive à pratiquer ce que nous apprenons ensemble. Donc ici, nous considérons en fait le processus aléatoire consistant à lancer 2 dés équitables. Donc vous avez 2 dés et vous les jetez. Donc évidemment, chaque événement peut être représenté sous la forme d'un couple d'entiers. Ok, donc on aura D1 et D2. Mais chaque valeur est soit égale à 1, 2 jusqu'à 6. C'est les seules possibilités sur un dé. Maintenant, sauf qu'en fait, nous avons 2 valeurs sur chaque dé. Maintenant, définition une variable aléatoire x, telle que la valeur d'un événement est la somme des résultats D1 et D2. Par exemple, si je jette mes 2 dés et que j'ai un résultat sur le premier dé, j'ai D1 et sur le deuxième dé, j'ai un nombre D2. Donc, on associe à cet événement-là la valeur x qui est égale à D1 plus D2. Question. D'abord, il faut répondre à cette première question-là. Quel type de variable aléatoire avons-nous ici? Ensuite, il faudra déterminer oméga, l'espace d'échantillonnage des événements possibles. Ensuite, il faudra déterminer toutes les valeurs possibles de x. Et finalement, il faudra calculer toutes les probabilités P de grand X égale à petit x pour chaque valeur possible de petit x. Maintenant, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez non seulement résoudre ce problème-là à la main dans un premier temps, et puis vous pouvez aussi écrire un programme informatique en Python ou bien en R, comme vous voulez, ou bien en C ou bien en C++, comme vous voulez, et même si vous voulez en JavaScript, bon, c'est selon vous, pour simuler en fait tout le processus, puis tester et visualiser en fait vos résultats. Je pense qu'en fait pour les informaticiens, c'est un très bon exercice. Donc c'est selon, en fait, pour pratiquer ce que vous avez appris en probabilité et puis en statistique, je pense que c'est bien dans un premier temps de résoudre le problème à la main. Maintenant, pour un informaticien ou bien pour un ingénieur mathématicien, bon, là je parle des mathématiques appliquées, vous pouvez écrire un programme informatique pour simuler tout le processus et pour valider en fait vos résultats. Cela vous permet non seulement d'écrire du code, deuxièmement de tester est-ce que vos résultats que vous avez calculés à la main sont corrects, et troisièmement visualiser en fait vos résultats.
Voilà, nous venons de poser les fondations de cette playlist concernant les statistiques pour la science des données. En comprenant les variables aléatoires, nous pouvons approfondir divers concepts statistiques tels que les distributions de probabilité, les valeurs attendues, la variance et les tests d'hypothèse. Dans la prochaine vidéo, nous allons corriger l'exercice d'application et couvrir les différents types de moyennes et leur champ d'application. Particulièrement, nous verrons la moyenne arithmétique, puis la moyenne harmonique, puis la moyenne géométrique, ensuite la moyenne quadratique et finalement nous verrons la moyenne pondérée. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première vidéo de cette playlist-là concernant en fait les statistiques pour la science des données. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'aimer les vidéos pour soutenir la chaîne. Merci et à la prochaine.